Agnès Verdier-Molinier, vous êtes directrice de l'IFRAP et on sera dans un instant avec Nicolas Pouvreau-Monti parce que dans la présentation du budget, des grandes lignes de ce budget, merci d'être avec nous cher Nicolas. Alors tout votre travail n'a servi à rien hier puisque vous travaillez sur les questions d'immigration, l'Observatoire de l'immigration, immigration, terme qui a été mis de côté pendant 2 heures par le Premier ministre. Alors, est-ce que la question migratoire est aussi une question économique et si oui, est-ce qu'on arrive à le chiffrer, Nicolas Pouvreau-Monti ? Effectivement, mais je suis surpris comme vous, Elliot, de cet angle mort majeur dans les annonces du Premier ministre et d'autant plus surpris que, de manière générale, mais en France en particulier, la question de l'immigration est une question économique et est aussi une question budgétaire. On a la singularité très forte dans notre pays d'avoir un taux d'emploi des immigrés, c'est-à-dire une part des immigrés en âge de travailler qui occupe vraiment un emploi, qui est l'une des plus faibles d'Europe. Seule la Belgique fait pire que nous d'un point. Un problème de taux d'emploi qui dure aussi sur la 2e génération. Et le simple fait que les immigrés et la 2e génération issue de l'immigration soient moins en emploi que le reste de la population représente un manque à gagner de l'ordre de 100 milliards d'euros par an pour l'économie française et de 45 milliards d'euros en recettes fiscales et sociales. Et ce nombre de 45 milliards, il est quand même intéressant parce que c'est l'horizon des économies dessinées par le Premier ministre, l'objectif tracé. Alors ce coût de l'immigration, il est structurel, il ne se résout pas seulement avec une poignée de mesures d'économie ponctuelles, mais d'abord ces mesures d'économie sont bienvenues et rien n'empêche de commencer à traiter la question structurelle du coût de l'immigration. Et c'est là où on n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'a pas été question de l'immigration hier, Georges Fenech. Prenons un autre exemple, les subventions pour les associations immigrationnistes. 1 milliard 1 milliard. Et on n'en parle pas hier. L'AME, pas un mot sur l'AME. Alors, je rappelle que M. Bruno Retailleau avait proposé d'ailleurs d'arrêter ces associations, notamment qui interviennent au moment des OQTF, etc. Non mais le coût, ça c'est très intéressant ce qu'on vient d'entendre sur le coût de l'immigration, mais je ne pense pas que vous preniez en compte, cher monsieur, de ce qu'est tout le coût de la délinquance issue de l'immigration, qui est très important. C'est 25% de détenus dans nos prisons. C'est le coût en termes de force de l'ordre, de justice, de recours devant les juridictions administratives. Ça a un coût très important également, pas uniquement. Et une question qu'on n'a pas abordée, c'est l'AME. L'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est plus d'1 milliard tout de même, voyez-vous. Oui, l'AME, alors pardon, sauf le respect que je dois à sa fonction, mais Charles de Courson, il a un peu raconté n'importe quoi ce matin sur Europe 1, si je puis me permettre, et CNews. Et sur CNews. Parce qu'il a ressorti ce mantra qui consiste à faire peur aux Français en disant s'il n'y a plus d'AME, il y aura des contagions et on laissera, ça sera épouvantable, y compris pour les Français eux-mêmes. Je précise qui est Charles de Courson, qui est donc le rapporteur général du budget à l'Assemblée et député Liot de Voilà, alors soit il ne connaît pas le dossier, soit il se fiche de nous, mais vous savez que pour bénéficier de l'AME, il faut avoir 3 mois sur le sol français et ensuite la constitution du dossier prend en moyenne 2 mois. Autant vous dire qu'en 5 mois, les épidémies, elles entendent galoper. Pour lutter pour les cas d'urgence, parce qu'évidemment, on ne va pas laisser mourir les gens au bord de la route. Et pour les cas de contagion, il y a déjà un dispositif qui s'appelle le DSUV. U pour urgence, V pour vitaux. Donc soins urgents et vitaux. Dispositif pour soins urgents et vitaux. Voilà. Et donc ça existe et c'est en dehors de l'AME. C'est pas comptabilisé dans l'AME. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est mis en place dès que quelqu'un est pris en charge à l'hôpital. Donc il nous a raconté des carabistouilles, si je puis me permettre. Agnès Verdier-Molinier, sur la question migratoire, on a l'impression que c'est un grand tabou. On ne veut absolument pas lier la question migratoire et les dépenses publiques. Alors, nous, ce qu'on a proposé à la Fondation IFRAP, c'est de revoir les questions, justement, de durée de résidence avant les demandes d'aide sociale. On a fait toute une étude là, qu'on a publiée il y a quelques jours sur exiger plus pour l'accès aux prestations sociales. Et on montre minima par minima, que ce soit sur le RSA, l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse, les allocations familiales, les allocations logement, que finalement, la plupart des pays européens ont mis des garde-fous assez importants sur la durée de résidence avant de demander toute aide. Et ce sur quoi on arrive, parce que je ne vais pas tout détailler, par exemple le minimum vieillesse, on croit qu'il faut avoir au moins 10 ans de résidence quand on est un extra-communautaire, mais finalement, il y a beaucoup de pays avec qui on a signé des conventions, par exemple le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l'Algérie, j'en passe, une quinzaine de pays. Donc,
puisqu'il y a eu des jurisprudences à la fois européennes et françaises, nous, ce qu'on considère, c'est qu'il faut au moins 5 ans de résidence effective en France avant de pouvoir demander une aide. Et même, il faudrait peut-être dire qu'il y a un certain nombre d'années travaillées en France pour pouvoir, à l'intérieur de ces années de résidence, et le faire de manière à ce que ça passe constitutionnellement. Et même, nous, on propose d'étendre ça aux Français, c'est-à-dire dire que pour qu'il n'y ait pas de problème d'égalité devant la loi, ben voilà, on dit qu'on soit français, qu'on soit communautaire ou extra-communautaire, il y a un certain nombre d'années où il faut qu'on ait résidé en France. Et c'est ce que font les Danois, ils le font très bien. Et ils exigent comme ça, finalement, une certaine cohérence dans les demandes. Mis en place par un gouvernement au Danemark social-démocrate. Voilà. Agnès Verdier-Molinier, il y a juste une chose, c'est combien ça coûte, tout ce que vous me dites? Alors, en réalité, nous, ce qu'on a montré, ce qu'on a chiffré sur la question de combien coûte en plus, en fait, l'immigration. Parce qu'on a une immigration qui est une immigration, finalement... qui est peu diplômée et qui est peu employable. C'est ça le sujet numéro 1. Parce que dire qu'on n'aurait plus du tout besoin d'immigration, pour le travail, etc., peut-être que c'est un peu exagéré. En revanche, dire on pourrait faire en sorte que ceux qui viennent pour travailler, c'est ce que font les Portugais, ils le font très bien au Portugal. Oui. Vous ne pouvez pas venir habiter au Portugal si vous n'avez pas un contrat de travail. Et nous, en plus, ce qu'on avait montré dans une précédente étude, c'est qu'on fait venir spécialement des personnes âgées de plus de 60 ans. C'est-à-dire 25% des gens qui sont non natifs aujourd'hui en France, ils ont plus de 60 ans. Alors que dans la moyenne des pays de l'Union européenne, c'est 15%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait venir des personnes qui vont ensuite demander justement des minima sociaux et qui ne vont pas participer à l'effort de travail, à l'effort de cotisation, à l'effort de paiement de l'impôt. Nous, on dit que le surcoût qui est lié au fait du surchômage, on va dire, de la population qui n'est pas native, eh bien, c'est environ une dizaine de milliards d'euros par an. Mais ça ne veut pas dire que tout d'un coup, vous pouvez économiser 10 milliards d'euros l'année prochaine. Il ne faut pas non plus exagérer là-dessus. C'est progressif. Et c'est là qu'il faut aussi réfléchir sur le moyen-long terme et créer des règles qui soient beaucoup plus restrictives, d'autant pour éviter les appels d'air, notamment. Et éviter aussi la fraude. C'est très important. Bien sûr, la fraude sociale. Mais oui, parce qu'avec l'intelligence artificielle, avec toutes les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, etc., on est même étonné, nous, à la Fondation IFRAP, que ça ne coûte pas encore plus cher aujourd'hui, avec le fait qu'on est quand même très permissif, que ce soit sur le minimum vieillesse. Il n'y a même pas eu un mot là-dessus, sur ces questions. Non, mais c'est quand même paradoxal de dire qu'on est face à une submersion migratoire. Une submersion. Et puis quelques mois plus tard, il a oublié, il n'en parle pas. En fait, c'est complètement fou. Jules Torres. Le vrai problème. Et ensuite, on ira voir Nicolas Pouvremonti qui souhaitait réagir. Quand il parle de submersion migratoire, François Bayrou, vous vous souvenez, il vous dit le risque de submersion migratoire, il vous dit que quand il y a une famille immigrée dans un village pyrénéen ou cévenol, finalement tout va bien. En revanche, quand il y en a 30, ça peut créer un sentiment d'insécurité. Donc, il ne considère la question migratoire qu'à l'aune de la sécurité. Et sécuritaire, mais absolument pas à l'aune budgétaire. Et il y a plein de dépenses liées à l'immigration qui rapporteraient beaucoup d'argent. Vous l'avez cité, l'AME, 1,3 milliard. Les prestations sociales, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les allocations familiales, le RSA, les APL, ça, le rapport du Sénat l'estime entre 15 et 20 milliards. Donc, je ne dis pas de supprimer tout d'un coup, mais vous pouvez les conditionner. Et là, ça libère des milliards d'un coup. L'éducation des enfants immigrés, environ 5 milliards d'euros par an. Le coût de l'asile, on parle, vous savez, de l'hébergement, par exemple, des fois dans des hôtels, les procédures, les aides, ça c'est entre 2,5 et 3 milliards. La politique migratoire de l'intégration, vous savez, l'office de l'immigration, les cours de langue, ça c'est 2 milliards. Ensuite, vous avez cité les 1350 associations pro-migrants qui luttent d'ailleurs contre la politique menée par l'État. 1 milliard d'euros, vous l'avez rappelé. Et le coût de l'immigration en termes d'insécurité, en termes d'insécurité culturelle, ça évidemment c'est difficilement quantifiable, mais c'est ressenti par les Français au quotidien. C'est absolument passionnant, c'est essentiel ce que vous venez de dire, Jules Torres, parce qu'on comprend au final combien ça coûte et pourquoi. Et la seule question, c'est pourquoi on n'en parle pas. Vous avez juste l'explication Arnaud Benedetti de la raison pour laquelle ce budget sera censuré. Voilà. Moi, je pense que François Bayrou a fait une erreur majeure, d'abord de s'exprimer durant l'été, parce que ces annonces vont infuser durant l'été et l'opinion publique risque finalement de rejeter ce qu'il a proposé. Et ce qui va être un déterminant essentiel, notamment pour le vote du Rassemblement national, ça va être finalement
la mesure de l'opinion publique par rapport aux propositions de François Bayrou. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, s'il avait voulu avoir l'adhésion de l'opinion publique, il prenait des mesures, en effet, concernant le coût de l'immigration. Il en suffisait d'une seule. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Donc, il n'envoie pas de signaux, notamment sur les bancs du Rassemblement national. Donc, tout ce qu'on dit est très intéressant autour de ce plateau. Mais aujourd'hui, c'est le problème, c'est les conditions de faisabilité politique de la mise en place d'un budget. Non, mais attendez, je termine. Qui ne sera pas accepté, par une grande partie de l'opinion publique, et qui, parce qu'il n'est pas accepté par une grande partie de l'opinion publique, ne sera pas accepté par ses oppositions. Donc, on va... Si demain, en tout cas, le budget devait être mis aux voix à l'Assemblée nationale, la motion de censure serait immanquablement adoptée. Agnès. Sur l'AME, il y a une mesure qui peut être prise et, à mon avis, qui serait compréhensible par tout le monde, c'est dire on arrête le tiers payant sur l'AME. Vous abaissez la palette de soins. Voilà, donc le tiers payant, aujourd'hui, c'est le fait qu'on ne débourse pas d'argent pour aller se faire soigner. Mais en fait, c'est aussi un sujet qu'il faudrait aborder. Alors, pour l'AME, pour l'équivalent de la CMU, qui ne s'appelle plus la CMU, et aussi pour la question des personnes en ALD, le fait de rien débourser quand on va se faire soigner, c'est un sujet, parce que la santé coûte très cher et de plus en plus cher. Donc là, il y a potentiellement aussi une responsabilisation à avoir de l'ensemble des utilisateurs du système de... Nicolas Pouvremonti est avec nous. Vous souhaitiez réagir, cher Nicolas? Oui, simplement, je pense qu'il y a un point important qui a été soulevé, entre autres, c'est la question des prestations sociales. Quand on regarde dans le détail les données de l'INSEE, on se rend compte que lorsqu'on met de côté les prestations de retraite, qui sont évidemment liées à l'âge, et même les prestations de chômage, dans lesquelles les immigrés sont surreprésentés, mais qui sont la contrepartie d'une cotisation préalable, en France, en moyenne, les immigrés perçoivent un montant de prestations sociales qui est 2 fois supérieur à celui des personnes sans ascendance migratoire. Il y a beaucoup de ça, mais la raison principale, j'y reviens, c'est que l'immigration reçue en France est significativement moins au travail que chez nos voisins européens. Et ça, c'est encore vrai pour l'immigration la plus récente. Si vous prenez l'ensemble des immigrés qui sont entrés en France en 2023, on regarde les données de l'INSEE et on se rend compte qu'à peine 1 sur 3 occupait un emploi au début de l'année 2024. Donc cette difficulté qu'on a depuis longtemps, elle s'aggrave, elle se consolide par les flux d'immigration qui se poursuivent aujourd'hui. Et c'est vrai que les ordres de grandeur dont on parle ont vite fait de rentrer en comparaison avec d'autres types d'économies. On évoque la suppression possible de 2 jours fériés et un gain qui est estimé entre 4 et 5 milliards d'euros. Alors on peut discuter de la pertinence de la mesure, mais voyez, on l'a dit, l'AME et les autres dispositifs de soins pour les clandestins, c'est maintenant presque 2 milliards d'euros. Le fait que la moitié des places d'hébergement d'urgence de l'État soient occupées par des immigrés en situation irrégulière, c'est 1 milliard d'euros par an. Le versement de l'allocation pour les demandeurs d'asile et l'hébergement des demandeurs d'asile, alors que la France est devenue au début 2025 le premier pays de réception des demandes d'asile en Europe, c'est 1,2 milliard. Donc on arrive assez vite à des champs d'économie dont on se demande effectivement pourquoi ils ne sont pas actuellement présents dans les plans du gouvernement. Et c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre ce matin puisque François Bayrou n'a pas abordé ce sujet dans cette grande conférence qui a pourtant duré 2 heures hier. Merci beaucoup Nicolas Pouvremonti, Agnès Verdier-Molinier, je vais vous remercier, c'était très intéressant. Je lis par exemple dans les colonnes de nos confrères du Parisien, le gouvernement prévoit 29 milliards d'augmentation de dépenses publiques. Ah oui ? Ça veut dire qu'on se fiche de nous, en fait. On nous appelle, à un effort. Le slogan était mais on augmente les dépenses publiques. C'était 60 milliards. C'est ce qu'a expliqué la ministre des Comptes publics et ce que moi je déplore. Donc c'est pas un budget d'économie. J'aurais aimé qu'on reste à 1700 milliards et qu'on passe pas à 1730 milliards parce que c'est ça en fait. On ralentit le rythme d'augmentation. On ralentit le rythme d'augmentation. D'accord. Donc on nous prend pour des lapins de 6 semaines. On a dit aussi en début de ce plateau que la dérive annuelle des dépenses les années précédentes, c'était 60 milliards par an de plus. Donc là, on freine. Et là, voir tout le monde qui dit c'est scandaleux, alors qu'en fait, on ne fait que freiner la hausse. Alors, et c'est là aussi que je voudrais qu'on prévienne aussi nos concitoyens, surtout ceux qui payent l'impôt. Oui. Parce que dire il ne faut pas faire ces économies, ça veut dire quoi ? Si on ne fait pas les économies qui sont prévues aujourd'hui, ce sera des hausses d'impôts. Parce qu'on ne peut pas conserver ce niveau de déficit. D'avoir une image qui pourrait parler à tout le monde. Je suis un étudiant en économie, vous êtes ma prof, depuis des années, vous me mettez 2 sur 20. Il s'avère que cette fois-ci, vous me mettez 3 sur 20.
Je considère que c'est une progression. C'est comme ça qu'on Alors, voit ce budget. en Au final, il y a une augmentation de 29 millions d'euros de dépenses, milliards d'euros de dépenses publiques. Donc on était catastrophique, mais on l'est un petit peu moins. Vous avez On freine Oui, notre... mais exactement, et c'est vrai que ça va pas assez loin. Il faudrait faire encore plus d'économies pour garantir à nos concitoyens qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts et que derrière, on n'ait pas aussi potentiellement une énorme crise de la dette, parce que c'est ça qui nous pend aussi au nez. Bien Donc sûr. tous ceux qui sont contre les économies qui sont annoncées, qui sont plutôt de maigres économies par rapport à ce qu'il faudrait réellement réaliser, eh bien, ils se trompent, parce que demain, ce sera pire si on fait rien aujourd'hui. Eh bien, écoutez, merci Agnès Verdier-Monigné. C'est un peu plus clair grâce à vous et j'espère qu'on passera de 3 sur 20 à peut-être 10, que sais-je, dans les années à venir. Monsieur Couvy est avec nous, on parlera de sécurité dans un instant. Merci d'être présent. Et je vais remercier Nicolas Pouvremonti d'avoir réagi. Quoique, vous pouvez rester sur notre sujet avant la publicité, puisqu'on va parler des réfugiés gazaouis. Mais avant cela, un tout petit mot, Jules Torres, juste qu'on avance. C'est très simple. Il fallait une tronçonneuse à la manière de Javier Milei. François Bayrou a utilisé un taille-haie ou un sécateur, selon qu'on est critique du Premier ministre. Et encore. Ces derniers jours. Une paire de ciseaux, Ces derniers jours, cette décision de la Cour nationale du droit d'asile a fait beaucoup réagir. 9 juges ont accordé à tous les Gazaouis le droit de prétendre au statut de réfugié en raison de leur nationalité. Une décision contre l'opinion du peuple français. Et cette interrogation, pourquoi les pays arabes voisins de la Palestine refusent d'accueillir ces populations? On était avec Noëlle Lenoir ce matin, l'ancienne ministre. Je vous propose de l'écouter. C'est un arrêt très politique. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez signalé, ça ouvre les vannes de l'immigration aux Gazaouis. Alors, en dehors de l'aspect qui a été souligné par les médias, à savoir que personne ne veut des Gazaouis, ni les Égyptiens, ni les Jordaniens, ni 22 pays arabes ou 57 pays musulmans, c'est la première fois, enfin plutôt c'est la seconde fois, après l'affaire des femmes afghanes, que la Cour a une motivation qui considère que la guerre à Gaza justifie qu'on accueille tous les Gazaouis qui ne sont pas sous protection de l'ONU. Et depuis le début de la semaine, on en parle. Silence radio dans les autres chaînes d'information. Marine Le Pen qui a réagi, l'annonce de l'accueil inconditionnel de tous les Gazaouis qui en feraient la demande au titre du droit d'asile est une folie pure. Elle parle de folie pure. Quand vont-ils arrêter de fragiliser notre pays avec des décisions idéologiques et dangereuses pour l'équilibre de notre société? Pourquoi les pays du Golfe qui défendent la Palestine n'acceptent pas d'accueillir massivement ces réfugiés? Il faut là aussi rappeler que ce week-end, le lanceur d'alerte politique, c'était Éric Zemmour dans une tribune au Figaro. En accordant le statut de réfugié à tous les Gazaouis, la Cour nationale du droit d'asile ignore la souveraineté populaire. Georges Fenech, que fait cette Cour? Quelle est sa compétence? Fait ce qu'elle veut. A raison de dire en fait que ce n'est pas une décision sur un fondement juridique, c'est une décision purement politique. Et si effectivement cette décision qui a vocation à faire jurisprudence s'étend à d'autres populations, c'est les vannes qu'on ouvre véritablement. Et c'est en même temps très, je dirais, préjudiciable en termes d'image pour Israël, qui est considéré donc comme le pays qui persécute un peuple. Voyez-vous, donc c'est une décision qui est éminemment politique et contestable. Mais c'est un signal terrible. Il y a Nicolas Pouvremonti qui est là qui pourra nous en parler, mais l'Observatoire de l'immigration avait émis une note, vous vous souvenez, qui disait 580 millions de personnes dans le monde qui étaient éligibles au droit d'asile en France. Là, on ne fait qu'augmenter finalement ce chiffre en disant aux Gazaouis, vous pouvez venir. Je vous rappelle qu'au sein des pays de l'Union européenne, il y a un durcissement sur la question migratoire. Les Allemands et les Autrichiens vont commencer à expulser des Syriens et des Afghans. Nous, on se l'interdit encore au nom d'une sorte de droit de l'homisme et d'un humanisme qui n'a pas voix au chapitre sur ce cas-là. Donc, on est en train de perdre toutes les batailles de l'image. On parlait tout à l'heure du Danemark. Le Danemark enferme des demandeurs d'asile dans des prisons, expulse des Syriens et des Afghans. Il pourrait les expulser s'il y avait des demandes d'asile et des titres de séjour qui étaient délivrés, mais il y en a à peine 2000 par an. Vous l'interpellez, Nicolas Pouvremonti, peut-être une réaction sur cette décision de la Cour nationale du droit d'asile? Ah, on a un problème de son, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez, Nicolas Pouvremonti? Oui, je vous entends. Je vous entends. Allez-y.
Oh, formidable. Non, effectivement, comme le soulignait à l'instant Jules Torres, cette décision, elle est symbolique des écueils plus globaux de notre système du droit d'asile qui aujourd'hui est complètement hors de contrôle. C'est-à-dire que le droit d'asile, c'est à la fois le canal d'immigration en plus forte croissance. Le nombre de bénéficiaires de l'asile en France a triplé en 10 ans. Il y a maintenant 650 000 personnes qui bénéficient de l'asile en France, statut de réfugié ou protection subsidiaire. Ça veut dire qu'il y a un habitant sur 100 en France maintenant qui est un bénéficiaire du droit d'asile. C'est aussi le canal sur lequel le politique a le moins de contrôle. On le voit dans cette décision. On a en surplomb des grands traités abstraits et datés comme la Convention de Genève de 51 et en aval des juges qui interprètent ces traités. Donc là, en considérant par exemple que l'ensemble des Gazaouis correspondent aux critères de persécution sur la base de la nationalité qui est présent dans la Convention. Et puis c'est aussi le canal qui est le plus décorrélé des capacités d'accueil et des capacités d'intégration de la société française. Et de ce point de vue-là, les décisions de la CNDA et notre système de protection plus généreux que celui d'une partie de nos voisins produit des effets. Un exemple sur lequel on a eu l'occasion de produire une étude il y a maintenant un mois, c'est celui de l'immigration afghane en France. On a révélé qu'il y a maintenant 100 000 Afghans qui vivent en France. C'est intégralement un résultat du droit d'asile. Le nombre a été multiplié par 60 en 15 ans. Et pourquoi les Afghans se dirigent notamment spécifiquement vers la France? Parce que le niveau d'octroi de l'asile, de décision favorable sur les demandes d'asile des Afghans est plus élevé chez nous que chez nos voisins européens. Et si on prend la même pente vers les Gazaouis, on peut imaginer un phénomène d'appel d'air. Pour l'instant, il y a à peine 300 premières demandes d'asile de Palestiniens par an en France, donc c'est un phénomène qui reste marginal, mais il s'agit de voir si cette décision ne va pas entraîner une dynamique d'attractivité. Bien sûr, et attractivité qui peut peut-être, et c'est là aussi le danger, mettre en péril le quotidien de Français de confession juive qui pourraient se dire, mais attendez, si aujourd'hui vous avez des dizaines de milliers de Gazaouis qui viennent en France, des milliers disons-le, qui sait ce qui peut se passer mais c'est complètement philothémitisme. Bien sûr. Oui, il y a eu des consultations de la population sur le 7 octobre qui étaient 75% de la population qui voilà. Mais c'est pas la peine d'aller faire Dreyfus général, voyez, pour faire croire qu'on s'occupe de l'antisémitisme d'hier quand on est incapable de s'occuper de l'antisémitisme d'aujourd'hui. C'est d'une tartufferie quand même sans nom. Moi, je constate, et vous l'avez dit, que en fait, c'est plus la peine d'organiser des élections, c'est des juges qui décide pour nous de notre politique migratoire. Ça, c'est incroyable. Dont a parlé le Premier ministre, écoutez, elle nous est visiblement imposée. Moi, il faut voir que c'est parti d'une jurisprudence, donc c'est le cas d'une femme précisément qui vit en Égypte. Moi, j'ai jamais vu qu'en Égypte, on était menacé. Il y a du tourisme en Égypte. Donc, l'Égypte, visiblement, n'en voulait plus. Et à aucun moment n'est pris en compte le critère de hiatus culturel ou de proximité culturelle. Enfin, quiconque a vécu en Afghanistan sait qu'il y a un gouffre culturel. Vous parlez des Juifs, on pourrait parler des femmes. Vous croyez que le regard que portent certaines populations qui n'ont vu que des femmes intégralement voilées et qui jugent les femmes occidentales à l'aune de leur tenue et donc de leur vertu, vous croyez que ça va bien se passer? Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune féministe qui lève le petit doigt contre cela? Et puis je ne comprends pas, pour ce motif de proximité culturelle, que les pays qui finalement sont proches, dans lesquels ces populations seraient les plus heureuses, parce qu'elles sont troublées chez nous. Évidemment, c'est pas du tout le même contexte culturel. Eh bien, ne les accueille pas. Moi, j'avoue que pour moi, c'est un... Parce que historiquement... parce que ça s'est mal passé au Liban. Voilà, exactement. Souvenez-vous, que ce soit au Liban, en Jordanie, et donc on veut que la même en France Égypte. devienne le Liban, mais c'est vrai qu'on en prend la bonne voie. La libanisation de la France, ça fait longtemps qu'on en parle. Voilà. Au Liban, il y avait un facteur qui n'existait pas à l'époque, mais qui existe chez nous, c'est la tiers-mondisation de la population. Vous rajoutez le choc civilisationnel à la tiers-mondisation de la population. Et je peux vous dire que le cocktail, il est explosif. Moi, un ami libanais m'a dit, ce sera pire que le Liban, bien pire que chez nous, parce qu'en plus, vous êtes naïf. Moi, c'est un Libanais, justement, qui avait quitté au moment de la Révolution, qui m'a dit c'est pire la situation en France qu'au Liban, puisqu'il y a en France, ce qu'il n'y avait pas au Liban, la tiers-mondisation. C'est le doublon qui fait que la situation sera encore plus grave. On revient dans un instant après la publicité, puisqu'on parlait du choc culturel, on parlait aussi du poids de la justice. Absolument. Le Burkini. Oui. Chaque été, c'est la même histoire. Oui. Vous avez des maires qui prennent des décisions et puis vous avez la justice qui décide de détricoter ces décisions-là. Et puis, Monsieur Couvi, vous êtes avec nous puisqu'on parlera des guet-apens contre les forces de l'ordre, du ras-le-bol des CRS et de la délinquance dans la nuit du 14 juillet. Merci Nicolas Pouvremonti d'être venu dans l'heure des pros. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission. À tout de suite.